Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Historica numéro 12, encore une fois très riche en informations, je vais vous résumer plusieurs scripts qui n'ont jamais été tournés et je vais vous raconter quelles étaient les intentions parfois très surprenantes de Glenn Larson pour la saison 2 de la série originale. Après ça, je vous raconterai les coulisses de la création du spin-off Galactica 1980 ainsi que les nombreux problèmes qui ont plombé cette série généralement détestée par les fans. Allez, décollage! Étant donné que la première saison de la série originale a été stoppée abruptement, plusieurs scripts d'épisodes étaient déjà prêts pour les tournages suivants, qui n'ont jamais eu lieu. On sait ce que contenaient certains de ces scripts. Prenons par exemple le script intitulé The Beta Pirates, écrit par Leslie Stevens, le créateur de la série Au-delà du réel. La flotte traverse le triangle Beta, une zone spatiale avec de fortes turbulences. Un vaisseau cargo nommé Gemini est endommagé. Starbuck et Athena sont envoyés pour lui porter secours et Boxy et Muffet se cachent pour aller avec eux. Le cargo est attaqué par des pirates dont le chef s'appelle Xanon, qui vole l'or contenu dans les ordinateurs et qui kidnappe Athena, Boxy et Muffet. Plus tard, Apollo, qui s'appelle encore Skyler dans ce script, récupère Starbuck dans le cargo ainsi qu'un homme qui dérive dans une capsule dans l'espace. L'homme leur indique que Athena, Boxy et Muffet ont été emmenés sur une lune morte où se trouve également son vaisseau. Il prétend que si on récupère son vaisseau, il fournira un plan qui permet de traverser le triangle Beta sans se perdre, mais ce que les héros ne savent pas, c'est que cet homme est en fait Xanon, le chef des pirates qui a été trahi par ses propres hommes et qui cherche à récupérer son vaisseau. Une fois sur la lune morte, il découvre que les otages doivent être vendus comme esclaves. Le méchant Xanon arrive à délivrer Boxy et Muffet, mais Skyler, Apollo, Starbuck et Athena se font arrêter par la police des Ovions. Oui, les Ovions, la même race que les insectoïdes du téléfilm pilote. Xanon s'en fout, lui il veut juste s'enfuir avec son vaisseau, mais finalement Boxy arrive à le faire changer d'avis et il libère les prisonniers. Les Cylons menés par Baltar arrivent eux aussi dans le triangle Beta, mais ils se perdent dans un trou noir et Baltar en réchappe de justesse dans une capsule de sauvetage. Xanon dévoile sa véritable identité tout à la fin de l'épisode et il explique qu'il a compris que les humains devaient s'entraider. Alors, ce script, vu sa longueur et tout ce qui s'y passe, était clairement destiné à l'un des téléfilms du projet d'origine, plutôt qu'un des épisodes de la série. C'est un script assez ancien puisqu'il date d'octobre 1977, soit quasiment un an avant le début de la série télé. Apollo s'appelle encore Skyler et ni Serena ni Cassiopée ne figurent dans l'histoire, vu qu'elles devaient mourir toutes les deux à la fin du téléfilm Saga of a Star World. On voit que les Ovions, les insectoïdes, devaient être des méchants récurrents de la série, et il est assez surprenant d'y retrouver Baltar, commandant des Cylons, vu qu'il était exécuté dans la première version du téléfilm Saga of a Star World. Parmi les passages intéressants de ce script qui aurait pu donner quelque chose de très divertissant, il y a une séquence où Boxy ouvre une trappe sur le dos de Muffet pour le reprogrammer à l'aide d'un clavier. Bien qu'il s'agisse d'un scénario inachevé, il est amusant de constater qu'il contient aussi des éléments qui peuvent faire penser au film Le Retour du Jedi, alors que ce dernier ne sortira que 6 ans plus tard. Il y a par exemple un passage où les héros se déguisent en chasseurs de primes pour pénétrer dans l'endroit où Athéna est retenue captive par un homme égocentrique qui la maintient à ses pieds avec des chaînes en or, tandis qu'un groupe d'extraterrestres joue de la musique. Allez, jetons maintenant un œil au script intitulé Showdown, écrit par Frank Abate Marco. Apollo, Starbuck, Boomer, Athena, Boxy, Muffet et une pilote nommée Deitra sont envoyés en reconnaissance sur un astéroïde. Mais ils rencontrent de gros problèmes lors de l'atterrissage de leur navette. Ils découvrent l'épave d'un vaisseau qui pourrait venir de Kobol. Sur le Galactica, le colonel Tai confine les 3 techniciens responsables des problèmes d'atterrissage dans leur quartier. Mais un peu plus tard, ces derniers déclenchent une bagarre et s'échappent en navette en sabotant les rampes de lancement des Vipers pour ne pas qu'on les suive. Ils atterrissent à leur tour sur l'astéroïde et en explorant la surface avec de petits véhicules individuels, ils découvrent une ville de coloniaux perdus dans laquelle ils mettent le bazar. Pendant ce temps, le Galactica est attaqué par les Cylons, mais il est impossible de faire décoller les Vipers à cause des rampes sabotées. Le Galactica tente de se défendre uniquement avec ses canons laser. Sur l'astéroïde, avec l'aide des habitants locaux, les héros arrivent à vaincre les 3 techniciens, puis ils les ramènent sur le Galactica où ils arrivent à en convaincre un de réparer les rampes de lancement des Vipers, ce qui permet de gagner la bataille contre les Cylons.
Alors, ce script, dont la version finale date d'août 1978, a presque été tourné. Certains accessoires ont été construits, comme les petits véhicules individuels des 3 techniciens. Heureusement, ils n'ont pas été construits pour rien, car ils ont été utilisés dans le spin-off Galactica 1980. Et oui, les motos volantes de Troy et Dillon étaient à l'origine les petits véhicules créés pour cet épisode. Baltar n'apparaît pas dans ce script et Cassiopée non plus. La ville sur l'astéroïde est décrite comme ressemblant à Pompéi avec des habitants en toge. Et même si pas mal de personnages féminins semblent présents au début de l'histoire, ils sont rapidement mis de côté lors des scènes d'action, ainsi que Boxy et Mafit qui ne servent quasiment à rien dans l'ensemble. Regardons maintenant le script nommé The Mutiny, écrit par Guy Magar. Après une longue période sans attaque des Cylons, le peuple et les membres du Quorum veulent arrêter de fuir et établir une colonie sur la planète Zarta, contre l'avis d'Adama qui reste avec quelques fidèles sur le Galactica. Les coloniaux qui sont descendus sur la planète se séparent en petites factions qui se disputent entre elles. Starbuck découvre un mystérieux homme sauvage et le suit jusqu'à son campement. Évidemment, à ce moment-là, les Cylons attaquent le Galactica et Adama tente une riposte désespérée à bord d'un seul chasseur Viper face à l'armada ennemie. Starbuck découvre que le sauvage possède un enregistrement qui révèle que les habitants de cette planète étaient à l'origine une partie de la 13e colonie qui a quitté Kobol à la recherche de la Terre. Or, ces habitants s'étaient séparés en petites factions qui se disputaient entre elles avant d'être éliminés par les Cylons. Prévenus que la vie sur cette planète ne semble pas possible pour eux, les coloniaux retournent sur le Galactica juste à temps pour combattre l'attaque des Cylons. Alors, j'ai peu de choses à dire sur ce script, si ce n'est les quelques problèmes qu'il pose en termes de crédibilité ou de continuité. Les coloniaux sur la planète semblent se retourner les uns contre les autres trop rapidement pour que ce soit crédible, et surtout, l'existence d'un homme sauvage semble suggérer que la fuite de Kobol a eu lieu il y a seulement quelques dizaines d'années, de Yaren, alors que ça devrait être beaucoup plus ancien que ça. On notera également quelques similitudes avec des concepts de la série réimaginée, que je vais pas forcément détailler pour pas spoiler, mais je vais juste me contenter de citer la phrase « Tout ça est déjà arrivé et tout ça arrivera encore ». Le 4e script non tourné se nomme Two for Twilly et il a été écrit par Jim Carlson et Terence McDonnell. Apollo et Starbuck escortent Zina sur l'agro-vaisseau numéro 3 où elle doit prendre son nouveau poste aux côtés de son mari Twilly, qui est un ami des 2 héros. Sauf que sur place, ils se rendent compte que Twilly s'est marié avec une autre femme nommée Gayla et qu'il fait tout pour que les 2 femmes ne se croisent jamais. Gayla finit par se rendre compte des manigances de Twilly et lors d'une confrontation où elle le menace avec un pistolet laser, elle endommage l'un des stabilisateurs du vaisseau qui risque alors de dévier de sa trajectoire à cause d'une méga étoile toute proche. C'est une course contre la montre qui démarre pour tenter de restabiliser le vaisseau. Les 2 femmes n'arrêtent pas de s'en prendre à Twilly, mais Apollo et Starbuck arrivent à les convaincre de faire la paix juste à temps pour que Twilly répare le vaisseau. Les 2 femmes divorcent de Twilly, mais on réalise à la fin de l'épisode qu'il a une 3e femme qui s'appelle Vela qui se trouve quelque part dans la flotte. Il s'agit d'un épisode comique, bien qu'on puisse s'interroger sur la portée humoristique de cette histoire et de son personnage central. On peut noter que Shiba y fait une apparition, contrairement au script précédent, ce qui signifie que cette histoire aurait dû se dérouler après les Cylons attaquent où elle fait sa première apparition. Cet épisode a bien failli être tourné. Anne Lockhart, l'interprète de Shiba, se souvient qu'on avait donné ce script aux acteurs pour qu'ils commencent à le travailler et les scénaristes ont le souvenir d'avoir auditionné l'actrice Jamie Lee Curtis pour l'un des rôles féminins. On ignore pourquoi ce scénario a finalement été retiré du planning de tournage. Mais on peut facilement imaginer que chez les exécutifs de la chaîne ABC, l'idée d'un épisode comique centré sur la polygamie a dû faire grincer quelques dents. Pourtant, il semble qu'à la fin de l'épisode, Adama avait un dialogue où il devait déclarer que la monogamie était l'ordre naturel des choses. Car on apprenait dans cet épisode que la polygamie était illégale dans la flotte et que les divorces prenaient environ 6 mois, mais qu'Adama avait le pouvoir de divorcer les gens immédiatement si nécessaire. Ça reste tout de même des thèmes surprenants pour une série familiale du dimanche soir, mais il paraît que ce scénario était gardé de côté pour être retravaillé et intégré à la saison 2 de la série. Le dernier script non tourné s'intitule I Have Seen Earth, j'ai vu la Terre, et il est écrit par Steve Kreinberg et Andy Gurdat.
Athéna, Starbuck et Apollo sauvent un petit vaisseau d'une attaque des Cylons. Son propriétaire s'appelle Jaspar et il attire rapidement l'attention de Boxy avec ses manières démonstratives et son talent de raconteur d'histoire. Jaspar prétend s'être déjà rendu sur Terre et il invite la flotte à passer par la planète Opelon où se trouve selon lui une colonie terrienne. Sauf que cette planète abrite en fait un complexe minier des Cylons et que Jaspar a l'intention de leur livrer les coloniaux dans le but de livrer le minerai et de s'enfuir avec. Boxy et Muffet se cachent dans le vaisseau de Jaspar lorsqu'il se rend sur Opelon pour prévenir les Cylons de l'arrivée de la flotte. Les Cylons découvrent l'enfant et son Daguit et ils les font prisonniers. Baltar contacte Adama pour utiliser Boxy comme monnaie d'échange. Mais pendant ce temps-là, Apollo dirige une mission de sauvetage pour délivrer son fils. Lorsque c'est fait, Jaspar offre un médaillon à Boxy pour se faire pardonner et il reste sur la planète pour faire exploser les mines des Cylons. On se rend compte à la fin que le médaillon montre une image de la Terre. Ah, donc Jaspar aurait vraiment été sur Terre. Bon, on le saura jamais, même s'il paraît que ce script avait lui aussi été mis de côté pour être retravaillé pour la saison 2. Encore une fois, aucune trace de Shiba, ce qui semble montrer qu'il aurait dû se situer dans la première moitié de la série. Ce qui est choquant dans cette histoire, c'est la crédulité de la flotte envers un bonimenteur qu'elle vient juste de rencontrer malgré quelques réserves de la part d'Adama. Par contre, on peut noter qu'une fois de plus, Athéna semble assez présente alors que son rôle avait été très vite diminué dans la série. On a maintenant fait le tour des scripts non tournés prévus pour la saison 1. On savait depuis longtemps qu'une saison 2 avait été envisagée avant l'annulation, mais grâce à un document qui a été révélé dans les années 2000 par Chris Larson, le fils de Glenn Larson, on en sait davantage sur la direction qui était prévue pour cette saison 2, et certains détails sont assez surprenants. Dans ce document confidentiel, rédigé par Glenn Larson en avril 1979, juste avant l'annulation de la série, on apprend qu'il avait l'intention de faire grossir le nombre de téléspectateurs en s'intéressant davantage à l'audience féminine de la série, et en particulier les femmes et les adolescentes. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle et c'était sans doute lié à la popularité des séries Super Jamie et Drôle de Dame à la fin des années 70. Pour remplir cet objectif, il avait l'intention d'améliorer 2 points précis. Le premier, c'était l'absence de, je le cite, « contenu émotionnel que les femmes veulent voir ». Ok. Et le second, c'était le manque de personnages féminins populaires à cause, selon lui, du nombre trop important de protagonistes dans la série. Il était visiblement question également d'avoir un peu plus d'humour à l'écran, sans toutefois que la série ne devienne totalement humoristique. Au niveau du scénario, Glenn Larson estimait que le problème venait du fait que la flotte coloniale subissait plus souvent les événements qu'elle ne les provoquait. Il comptait donc embaucher quelqu'un pour régler ce problème. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la critique qu'Isaac Asimov, le célèbre auteur des romans sur les robots et Fondation, avait adressée au téléfilm pilote Saga of a Star World à sa première diffusion ? Il avait déclaré qu'il était impossible d'apprécier Battlestar Galactica sans souffrir d'amnésie, ce qui était une pique envers les similarités de la série avec le film Star Wars qu'il avait beaucoup aimé un an plus tôt. Eh bien, pour la saison 2 de Battlestar Galactica, Isaac Asimov avait accepté de tenir le rôle de consultant créatif, ce qui aurait probablement été une très bonne chose étant donné sa réputation d'auteur de science-fiction et son expertise en ce qui concerne les robots. Ce qui est moins réjouissant par contre, c'est qu'une réduction assez drastique du casting était prévue. Il aurait donc fallu dire au revoir au Dr Wilker et Salik, au Colonel Tai, à Muffet et à Baltar. Quant à la présence de Boxy, il était prévu de la réduire au statut de guest star occasionnel et uniquement si nécessaire. Il était également question de tuer le personnage de Shiba en tout début de saison. D'ailleurs, l'actrice Anne Lockhart affirme qu'elle se serait opposée à cette décision si elle avait eu lieu. Le but était qu'Athéna redevienne le personnage féminin principal de la série, mais elle aurait été gravement défigurée dès le premier épisode avant que son visage ne soit reconstruit grâce à la chirurgie esthétique. Vous savez ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que la production prévoyait visiblement de caster une nouvelle actrice pour remplacer Maren Jensen dans le rôle d'Athéna. À titre perso, j'ai toujours trouvé que le niveau de jeu de Maren Jensen n'était pas particulièrement choquant, du moins de ce qu'on en voyait à l'écran. Mais de nombreuses sources ont toujours affirmé que ses capacités d'actrice étaient très limitées, et ça doit être la raison pour laquelle on a voulu la remplacer. D'ailleurs, il était question de faire d'Athéna un personnage plus agressif et plus impliqué dans le commandement de la flotte aux côtés d'Adama. C'est peut-être aussi ce côté plus agressif qui ne correspondait plus avec l'interprétation de Maren Jensen.
Il était également prévu que le corps d'Athéna reste fortement marqué par de nombreuses cicatrices et qu'à partir de là, elle évite toute relation sérieuse par peur d'être rejetée à cause de son apparence. Des changements tout aussi radicaux étaient prévus du côté des personnages masculins. Suite à la mort de Shiba, Apollo devait délaisser les responsabilités liées à la flotte et devenir un personnage plus léger, davantage intéressé par le fait de s'amuser. De son côté, Starbuck devait renoncer à sa relation sérieuse avec Cassiopée et devenir le capitaine de l'escadron bleu des chasseurs Viper à la place d'Apollo. Je trouve que cette inversion des rôles est un peu maladroite et elle aurait probablement été un peu choquante pour les fans, malgré le désir de Richard Hatch de voir son personnage Apollo devenir plus populaire et plus fun. Je m'interroge également sur le fait de casser les deux couples phares de la série, mais peut-être qu'il y a des intentions que j'ignore derrière cette décision. En remplacement des deux médecins de la série, Cassiopée devait reprendre le rôle du docteur Salik à la tête de l'infirmerie du Galactica, ce qui aurait été une évolution assez logique. Du côté du Dr Wilker, c'était Boomer qui devait reprendre ce poste d'ingénieur ou de technicien, dans une suite assez logique de ce qu'on a pu voir dans le dernier épisode, La main de Dieu. Boomer aurait été moins présent sur le terrain ou en tant que pilote, mais il serait devenu la caution scientifique de la série dans son laboratoire, ainsi qu'un conseiller précieux auprès d'Adama sur la passerelle, ce qui aurait d'ailleurs créé une forme de compétition avec la nouvelle version d'Athéna. Adama n'aurait subi aucun changement, mais il aurait été affublé d'un jeune garçon de cabine nommé Troy, qui aurait été un personnage malicieux et farceur, voire un peu emmerdant avec Apollo et Starbuck. On peut le considérer comme une version adolescente de Boxy, et le but de ce nouveau personnage censé être mignon était d'attirer l'audience des jeunes filles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on aurait eu là un personnage assez détestable et je suis sûr que les fans de Star Trek, la nouvelle génération, voient très bien ce que je veux dire par là, surtout si je prononce le nom de Wesley Crusher. Quelques idées de script d'épisodes avaient été proposées. La saison 2 devait s'ouvrir sur un épisode nommé Return of the Pegasus, le retour du Pegasus, un titre assez explicite. L'épisode commençait par la fameuse attaque dévastatrice des Cylons sur le Galactica, celle qui devait coûter la vie à Shiba et qui devait défigurer Athéna. Mais le Galactica était sauvé de justesse par le Battlestar Pegasus qui faisait son grand retour. À sa tête, on trouvait toujours le Commander Kane, mais il était accompagné d'une superbe commandant en second nommée Renata, dont Apollo et Starbuck, immédiatement sous le charme, tentaient d'attirer l'attention, surtout Apollo d'ailleurs. Sauf que Starbuck finissait par se rendre compte que Kane et son équipage avaient été remplacés par des Cylons à l'apparence humaine, et que Renata était leur chef. Ce qui est intéressant ici, c'est cette notion de Cylon à l'apparence humaine. Une idée qui fait sa toute première apparition, mais qu'on reverra dans Galactica 1980 et surtout dans la version réimaginée de Ronald D. Moore dans les années 2000. Dans l'épisode intitulé A Woman's Power, les femmes de la flotte exprimaient leur mécontentement envers la vie militaire en décrétant une grève du sexe et des tâches ménagères tant que la paix ne serait pas revenue. Les connaisseurs reconnaîtront ici une version science-fictionnesque de la comédie grecque Lysistrata, écrite par Aristophane en 411 avant Jésus-Christ. Athéna participait à ce mouvement de rébellion, mais Adama finissait par être irrité par la situation et il envoyait les meneuses en cellule. Sauf que l'une d'entre elles arrivait à s'échapper et s'attachait une bombe sur le corps. Elle se rendait sur la passerelle du Galactica et menaçait de se faire exploser si on ne libérait pas les prisonnières et qu'on ne leur permettait pas de quitter la flotte avec un vaisseau et des provisions. Athéna se rendait compte que sa participation à ce mouvement découlait de la colère liée à sa défiguration. Et elle arrivait à convaincre ses nouvelles amies d'abandonner la lutte, tout en invitant son père Adama à leur donner plus d'importance dans la direction de la flotte. Tout ça donne l'impression d'un épisode assez maladroit, voire même d'une histoire qui aurait peut-être produit l'effet contraire de celui qui était recherché, d'autant plus qu'on avait déjà vu plusieurs femmes tenir des postes assez importants, notamment au sein du Quorum des 12 dans la saison 1. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'aurait pas été bienvenu qu'il y en ait un peu plus. Mais on va dire que l'intention reste louable, et il est possible que cet épisode ait pu donner quelque chose de très intéressant, en tout cas avec une écriture un peu plus fine. Dans le script nommé Island in the Sky, Apollo et Starbuck se crachaient sur une planète avec une forte pesanteur. Ils étaient secourus par de très beaux jeunes gens dirigés par le prince Choiling et la princesse Quailing, qui vivaient dans une vallée verdoyante qui échappait à la gravité du reste de la planète.
Apollo tombait amoureux de la princesse et voulait rester sur place, tandis que Starbuck apprenait que ces jeunes gens étaient des exilés de la Terre et qu'ils en possédaient les coordonnées. Apollo et Starbuck voulaient finalement retourner sur le Galactica pour leur annoncer la bonne nouvelle, mais la princesse qu'ils voulaient emmener avec eux leur dévoilait qu'elle était âgée de plus de 1000 yaren et qu'elle ne pouvait pas quitter sa planète, car sinon elle vieillirait et elle mourrait instantanément, chose que les deux héros ont beaucoup de mal à croire. Le prince mettait les deux pilotes en prison pour les empêcher de s'en aller, mais la princesse les aidait à s'échapper et elle mourait de vieillesse pendant l'opération. Très franchement, cet épisode aurait pu être sympa. En tout cas, il n'aurait pas juré avec certains épisodes de la saison 1. Dans The Bad and the Brave, un vaisseau colonial rempli d'enfants orphelins se crashait. Encore un crash. Décidément, c'est vraiment quelque chose qui arrivait très souvent dans la série originale. Bref, bon. Donc, un vaisseau colonial rempli d'enfants orphelins se crashait sur une planète suite à une bataille spatiale. Mais la base des Cylons venait également faire ses réparations sur la même planète. Athéna était en charge de la réparation du vaisseau colonial, tandis que Starbuck menait un groupe de guerriers montés sur des turbo-scooters. Certainement les motos construites mais non utilisées pour l'épisode Showdown et qui apparaîtront ensuite dans Galactica 1980. Le but de l'équipe de Starbuck était de retarder les réparations de la base des Cylons avec des opérations de guérilla, ce qui provoquait la colère d'Athéna qui trouvait que ça mettait les enfants en danger. Dans l'épisode A Plague in Space, une épidémie similaire au choléra et à la peste noire affectait les membres de l'équipage. Cassiopée découvrait qu'il s'agissait d'une maladie très ancienne originaire de la planète Kobol et on finissait par se rendre compte que le patient zéro qui infectait tout le monde n'était autre que Cassiopée elle-même. Ça aurait été un épisode un peu étrange, d'autant plus que le thème de l'épidémie avait déjà été utilisé dans la saison 1. Dans le dernier script envisagé pour la saison 2, nommé A Queen's Ransom, Apollo et Starbuck devaient se rendre sur la planète Sirenus avec une vingtaine de mineurs afin d'y trouver des cristaux de solénium nécessaires au système de navigation du Galactica. Sauf que sur la planète Sirenus, les genres sont inversés et ce sont les femmes qui dirigent les hommes réduits en esclavage. Les mineurs incitaient les hommes de la planète à se révolter, mais leur dirigeante nommée Areola mettait fin au mouvement et elle ordonnait que les coloniaux quittent immédiatement la planète sans cristaux. Elle acceptait toutefois de fournir quelques cristaux à la flotte si Starbuck acceptait de rejoindre son harem masculin. Encore une fois, on sent bien une tentative de séduire le public féminin, mais on peut également se questionner sur certaines maladresses dans la façon de procéder. Bon, vous le savez déjà, cette seconde saison ne s'est jamais concrétisée car malgré les promesses de Glenn Larson d'augmenter les audiences, la chaîne ABC a mis fin à la série pour des raisons budgétaires. Mais un autre projet a vu le jour. Environ un mois après l'annulation de la série originale, Glenn Larson contacte les autres chaînes NBC et CBS pour essayer de leur vendre une suite de la série originale. Mais ABC le recontacte rapidement et lui demande d'écrire un téléfilm montrant le Galactica qui trouve enfin la Terre. Quelques mois plus tard, on demande finalement à Larson de transformer ce projet en série à part entière qui deviendra Galactica 1980. Glenn Larson a déclaré plus tard qu'il aurait dû refuser à ce moment-là, comme ça la suite n'aurait jamais été tournée. Il est possible qu'après l'échec de la série Mork and Mindy sur le créneau du dimanche soir à 20h, et également suite aux nombreuses protestations des fans par courrier, la chaîne ABC ait finalement réalisé qu'elle tenait une franchise prometteuse avec Battlestar Galactica. D'autant plus que l'autre série de science-fiction créée par Glenn Larson, Buck Rogers au XXe siècle, connaissait un beau succès sur la chaîne concurrente NBC. Lorsque Glenn Larson est approché durant le dernier trimestre 1979 pour ce nouveau projet, il demande à ce que la série qui en résultera soit diffusée à partir de septembre 1980, soit près d'un an plus tard. La chaîne refuse et lui accorde 4 semaines pour écrire le pilote. Ça commence mal. Ni Glenn Larson, ni les superviseurs de script dont il s'entoure, Chris Bunch et Alan Cole, ne sont enthousiasmés par ce projet. Ces derniers prétendent d'ailleurs que Larson a accepté cette idée uniquement pour l'argent. Et leur rôle à eux était uniquement d'ajouter du contenu éducatif au script écrit par Larson. Ça, on y reviendra plus tard. Bunch et Cole ont été forcés d'accepter ce job par le studio car on leur a dit que s'ils refusaient, ils ne travailleraient plus jamais pour Universal. Ils n'ont jamais rencontré Glenn Larson en personne car ce dernier écrivait ses scripts depuis Hawaï et il les envoyait ensuite à Los Angeles.
Dès le départ, la préoccupation principale tournait autour du budget de cette nouvelle série. L'idée était de faire le plus d'économies possible, en réutilisant un maximum de scènes de combats spatiaux de la série originale et en déplaçant l'action sur Terre avec une histoire qui se déroule à la même époque que celle du tournage, afin d'éviter d'avoir à construire des décors forcément coûteux pour une série de science-fiction. Mais à cause du délai quasiment intenable imposé par ABC, cette nouvelle série va connaître les mêmes problèmes que ceux rencontrés par la série originale. Des scénarios écrits en dernière minute, des dialogues remis aux acteurs juste avant le tournage, une écriture globale qui ne sait pas vraiment où elle va et qui change d'orientation d'épisode en épisode, plusieurs épisodes tournés en même temps et des cadences infernales pour les tournages qui ont parfois lieu en soirée ou même les week-ends. Ça vous rappelle rien ? Les heures supplémentaires de ces tournages à rallonge coûtent une fortune à Universal qui ne croyait pas non plus dans ce projet mais qui a utilisé cette série pour tenir des engagements passés avec tout un tas de personnes à qui on avait promis des rôles de supervision. De nouveaux producteurs étaient donc nommés au fur et à mesure des tournages sans qu'on sache vraiment quel était leur rôle. Et ça aussi, ça a pas mal plombé le budget de la série. A priori, les seuls producteurs qui se soient vraiment impliqués dans le projet étaient Frank Lupo et Jeff Freilich. Frank Lupo sera connu dans les années qui suivront pour l'Agence Tourisque, Ralph Super Hero et Walker Texas Ranger. Jeff Freilich avait de son côté déjà travaillé sur l'incroyable Hulk et Madame Colombo, et plus tard il sera impliqué dans Falcon Crest et les cauchemars de Freddy. Glenn Larson a écrit de nombreux scripts, mais peu d'entre eux ont été filmés pour cette nouvelle série qui au final a eu un coût par épisode encore plus élevé que celui de la série originale, malgré les efforts qui ont été faits pour faire un maximum d'économies. Chaque épisode a coûté entre 1,2 million et 1,5 million de dollars, mais ABC n'achetait ces épisodes qu'entre 600 000 et 700 000 dollars l'unité, soit un peu moins que pour la série originale. Le seul épisode pour lequel Universal est rentré dans ses frais, c'est le tout dernier de la série et c'est celui qui se rapproche le plus de la série originale. Richard Hatch et Dirk Benedict ont été approchés pour reprendre leur rôle d'Apollo et de Starbuck. Mais ils ont tous les deux eu la même impression, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une série de moins bonne qualité que la série originale, faite à la va-vite et à l'économie. Dirk Benedict a même déclaré qu'il avait pu lire quelques scripts et qu'il les avait trouvés mauvais. Les deux acteurs ont donc décliné l'offre qui leur était faite, jugeant que cette série n'était pas à la hauteur de ce que les fans étaient en droit d'attendre. La majorité du casting de la série originale était de toute façon déjà engagée sur d'autres projets, car à l'époque, les contrats des acteurs ne contenaient pas de clause qui les incitait à rester disponibles pendant quelques mois au cas où leur série était reprise par d'autres chaînes. Les seuls qui ont rempilé ont donc été Herb Jefferson Jr. dans le rôle de Boomer, qui est monté en grade pour devenir le colonel Boomer, aux cheveux légèrement grisonnants, à la place du colonel Ty, et Lorne Green dans le rôle d'Adama, après que l'acteur ait contacté Glenn Larson pour lui indiquer qu'il était déçu qu'on ne lui ait pas demandé d'apparaître dans la série. Pour remplacer Apollo, on crée le personnage très sérieux de Troy, et c'est Kent McCord qui est casté pour le rôle. Il est à l'époque très connu pour avoir joué dans les 7 saisons de la série policière Adam 12 jusqu'en 1975. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait déjà passé le casting pour le rôle d'Apollo dans la série originale, mais il n'avait pas été choisi. Il fera ensuite quelques apparitions dans La Croisière s'amuse, 21 Jump Street, MacGyver, Sequest, Le Rebelle, Les Dessous de Palm Beach, Le Jag ou Farscape. On pouvait également le voir dans Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion en 1982 et dans Predator 2 en 1990. Un autre acteur avait été embauché pour le rôle de Troy à l'origine, mais il a été renvoyé une poignée de jours avant le tournage et je n'ai pas réussi à trouver d'infos sur son identité. Pour remplacer Starbuck, on crée le personnage de Dillon, qui est interprété par Barry Van Dyke, qui est le fils du très célèbre comédien Dick Van Dyke, qui partageait notamment l'affiche du film Mary Poppins en 1964. Barry Van Dyke avait aussi passé les castings pour la série originale, et il a fait ensuite quelques apparitions dans Magnum, L'Agence Tourisque, Shérif Fais-moi peur, La Croisière s'amuse, Hooker, Supercopter, La Fête à la maison ou Arabesque. Les 2 rôles principaux masculins ont été castés et embauchés moins de 3 jours avant le début du tournage de Galactica 1980. Comme une bonne partie de l'intrigue doit se dérouler sur Terre et qu'il faut un personnage féminin principal, on fait appel pour le rôle de Jamie Hamilton à Robin Douglas, dont c'était l'un des premiers rôles car elle était jusque-là principalement connue en tant que mannequin, notamment pour avoir posé pour la couverture du magazine Playboy en décembre 1974.
Après Galactica 1980, sa carrière ne décollera jamais vraiment, avec principalement des petits rôles dans des séries télé et des téléfilms, même si elle aura l'un des rôles principaux de la série Houston Nights, renommée Texas Police en France, à la fin des années 80. Son dernier rôle a été une apparition dans un téléfilm en 1990. En janvier 2020, elle a sorti ses mémoires sous la forme d'un CD audio intitulé Messages for the Future, The Galactica 1980 Memoirs. 9 des 13 pistes de ce CD, édité par Explore Multimedia, sont en effet consacrées à ses souvenirs du tournage de Galactica 1980. Elle succède ainsi à un autre acteur de Battlestar Galactica qui a également sorti ses mémoires au format audio sur le même label, mais ça, ce sera le sujet d'un prochain épisode Historica. Alors, quel était le concept de cette série spin-off ? Le Galactica trouve la Terre. Ça, c'est le point de départ. Mais les coloniaux réalisent que les terriens ne disposent pas de la technologie suffisante pour combattre les Cylons. Ils prennent donc la décision d'éloigner les Cylons de la Terre pour la protéger et ils réfléchissent à un moyen d'accélérer le développement des technologies terriennes. Ce qui pose problème, c'est que le network ABC impose le créneau du dimanche soir à 19h pour cette série. C'est un créneau destiné aux enfants et il s'accompagne de plusieurs obligations qu'on avait déjà évoquées dans notre Analytica numéro 11 pour le double épisode Meilleurs vœux de la Terre de la série originale. Comme le créneau de 19h est destiné aux enfants, il implique une grande réduction de la violence visible à l'écran. Impossible donc de montrer trop de scènes où on tire sur des Cylons, qui sont pourtant des robots, ou même où on tire sur des arbres. Oui, c'est un reproche qui a été fait à la série. L'humour doit être simple et accessible, c'est pourquoi il repose la plupart du temps sur l'effet comique appelé « fish out of the water », ce qu'on pourrait traduire par « un poisson hors du bocal ». Ou un poisson hors de l'eau plutôt d'ailleurs. Le principe est assez facile à comprendre. Les personnages se retrouvent constamment à faire des gaffes car ils ignorent tout du lieu et surtout de la culture dans laquelle ils se trouvent. C'est par exemple le même principe qui a été utilisé pour le film français Les Visiteurs en 1993. Pour rester dans le cadre d'une grande saga de science-fiction, c'est aussi ce même principe qui a été utilisé pour le film Star Trek 4 Retour sur Terre de 1986. Son concept est très proche de celui de Galactica 1980 puisqu'on y voit l'équipage de l'Enterprise devoir revenir dans le temps sur Terre en 1986 afin de sauver le futur de la planète. C'est, selon moi, l'un des films les plus ridicules de la saga Star Trek, puisque les personnages se retrouvent régulièrement mêlés à des quiproquos dus à leur ignorance des coutumes de la planète à cette époque. Il est même surprenant que Star Trek se soit aventuré dans ce type d'histoire après le désastre qu'avait été Galactica 1980 en son temps. Mais bon, pour être honnête, ce film reste nettement plus sympathique à regarder que la série que j'évoque ici, bien que pour moi il soit quand même assez proche du nanar. Pour revenir aux conditions dictées par le créneau de 19h sur ABC, il faut savoir que cela impliquait également la présence de contenu éducatif au minimum 4 fois par épisode. C'est par exemple pour ça que les personnages principaux utilisent leur montre électronique pour recevoir des informations à propos de la Terre. Accessoirement, ce créneau signifie aussi que le montant que ABC est prêt à payer pour chaque épisode est moins élevé que pour le créneau de 20 heures. Et l'un des éléments qui a également affecté le contenu de la série, c'est le procès de la Fox pour plagiat de Star Wars qui est toujours en cours à ce moment-là. Il ne faut donc surtout pas que la nouvelle série possède des points communs éventuels avec Star Wars. De plus, le concept de départ envisageait que la série aborde les voyages dans le temps afin de se rendre sur Terre dans un lieu et une époque différente à chaque épisode pour y régler une situation qui aurait pu poser problème dans le présent. Mais ABC a également changé rapidement d'avis sur cette orientation car le network est plus intéressé par une série avec des protagonistes très propres sur eux et avec beaucoup d'enfants à l'écran. Encore une fois, cette décision va causer de nombreux dépassements de budget car cela nécessite d'embaucher de jeunes acteurs qui ont des frères et sœurs jumelles afin de multiplier les possibilités de prise de vue. Et c'est sans compter sur la présence obligatoire d'adultes, de parents et d'instituteurs qui encadrent les enfants qui n'ont de toute façon pas le droit de tourner très longtemps chaque jour à cause de la réglementation en vigueur. Vous vous en doutez probablement, une bonne partie des éléments que je viens de mentionner vont précipiter l'annulation de la série, car ABC ne semble avoir retenu aucune leçon de l'échec de la série originale. Pire, le network ne réalise pas que ce sont ses propres demandes insensées qui font de Galactica 1980 un désastre prévisible et inévitable.
Le premier épisode de Galactica 1980 est diffusé aux États-Unis le 27 janvier 1980. Il fait un joli score, mais les audiences diminuent très rapidement pour se stabiliser autour d'un peu plus de 8 millions de foyers par épisode. C'est moins de la moitié de la moyenne de la série originale qui touchait environ 20 millions de foyers par épisode. La série Galactica 1980 est soudainement annulée en avril, après le tournage de 10 épisodes seulement, principalement à cause de son coût et du fait qu'Universal veut demander plus d'argent à ABC, ce qui est bien évidemment inimaginable vu les audiences. L'annulation est tellement soudaine qu'elle intervient alors que le 11e épisode de la série est en cours de tournage. Les critiques de la série sont tellement mauvaises que celle-ci ne sera rediffusée en syndication à la télévision américaine qu'à partir de 1996 sur Sci-Fi Channel, soit 16 ans plus tard et sur une chaîne qui appartient de toute façon à Universal. En gros, personne d'autre n'en voulait. En France, Galactica 1980 n'a été diffusé qu'une seule fois à la télévision, à partir de juillet 1988 sur la 5, ce qui explique que très peu de gens l'ont vu. Enfin, c'est comme ça que je le vois, parce que moi, j'avais pas la 5 quand j'étais gamin. La série a tellement mauvaise réputation que les fans la considèrent généralement davantage comme un spin-off non canonique plutôt que comme une suite de la série originale. Glenn Larson lui-même s'est distancié de la série en affirmant l'avoir écrite à contre-cœur. Il a quand même écrit 9 des 10 épisodes diffusés et il l'a décrit comme étant un cauchemar du lieutenant Starbuck. Alors, Glenn Larson fait ici référence à une anecdote très célèbre dans l'histoire des séries télé américaines. À la fin du dernier épisode de la saison 8 de la série Dallas en 1985, Bobby Ewing, le personnage le plus populaire, mourait sur son lit d'hôpital après avoir été renversé par une voiture. Cette fin de saison a choqué l'Amérique tout entière et d'une manière générale tous les fans de la série dans le monde. Quelques mois plus tard, lorsque la saison 9 a débuté, les fans ont dû se rendre à l'évidence. Dallas, l'une des séries les plus populaires de toute l'histoire de la télévision américaine, continuait désormais sans son personnage le plus apprécié. Il est difficile aujourd'hui d'expliquer aux plus jeunes à quel point la mort de Bobby a été un événement majeur pour la génération de mes parents. Peut-être que le point de comparaison le plus proche serait de faire un parallèle avec la mort d'un des personnages principaux de la série Game of Thrones, par exemple. Voilà à peu près le statut qu'avait Dallas dans les années 80. Glorifie la loi du plus fort. Et sous ton soleil implacable, tu ne redoutes que la mort. Mais les fans étaient loin de se douter de ce qui les attendait tout à la fin de la saison 9. En 1986, un an après la mort de Bobby, le dernier épisode se finissait une nouvelle fois sur un incroyable rebondissement. 2 personnages de la série, dont Sue Ellen, la femme de JR, étaient tués par des bombes afin d'empêcher une importante transaction financière. Les téléspectateurs avaient à peine le temps de digérer cette information que la saison se concluait sur une dernière scène qui montrait Pamela, la veuve fraîchement remariée de Bobby Ewing, qui se réveillait dans sa chambre d'hôtel avant d'aller rejoindre son nouveau mari en train de prendre sa douche. Mais lorsqu'elle ouvrait la cabine de douche, on pouvait y voir Bobby, bien vivant et tout souriant, qui lui disait bonjour juste avant que l'image ne se fige pour laisser place au générique de fin. Face à ce cliffhanger incroyable et inédit, les fans étaient aussi enthousiastes que perdus. Qui est cet homme ? Est-ce que c'est bien Bobby ou un jumeau ? Est-ce la réalité ? Les théories ont été très nombreuses jusqu'au début de la saison 10, quelques mois plus tard. Et là, la vérité a éclaté. Bobby n'est jamais mort et toute la saison 9 n'était qu'un mauvais rêve de Pamela. Du coup, Sue Ellen n'est pas morte non plus d'ailleurs. Derrière ce twist historique se cache en réalité l'une des décisions scénaristiques les plus ridicules de l'histoire des séries télé américaines. En fait, Patrick Duffy, l'interprète de Bobby Ewing, avait envie de passer à autre chose après la saison 8 de Dallas. C'est donc lui qui a demandé à ce que son personnage soit tué. Mais sa carrière n'a pas décollé comme il le souhaitait, et dans le même temps, il semble que l'intérêt des téléspectateurs pour la série Dallas ait commencé à diminuer.
La production a donc persuadé l'acteur de faire son retour dans la série en effaçant ainsi tous les événements de la saison 9 qui n'étaient donc pas réels. La scène de Bobby dans la douche a été tournée dans le plus grand secret. Très peu de personnes étaient au courant et la scène a été ajoutée au montage de l'épisode seulement quelques heures avant sa diffusion afin d'éviter les fuites ou les spoilers comme on dirait maintenant. Même l'actrice qui jouait Pamela n'était pas au courant car on ne la voit pas dans le plan final. La scène qu'elle a jouée devait se terminer par la découverte de son nouveau mari assassiné dans la douche. C'est donc à cette décision historique de faire comme si une saison entière d'une série n'avait jamais existé que Glenn Larson fait référence lorsqu'il qualifie Galactica 1980 de cauchemar de Starbuck. Voilà, vous savez presque tout sur Galactica 1980. Seulement presque tout, oui, car le prochain épisode d'Analytica en compagnie de Karine sera un passage en revue complet de la série avec encore de nombreuses anecdotes sur les coulisses de ce spin-off, mais aussi notre avis sur cette série qu'on ne vous conseillera pas forcément de vous infliger. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte @dravenardrock, ça s'écrit DRAVENARDROK. À bientôt.